cosmétique de ce que c'est devenu en fait les frères musulmans, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui beaucoup plus ancrés dans un conservatisme, c'est ce qu'ils nous racontent, c'est ce qu'ils disent, dans un conservatisme politique qui représente plus du tout la confrérie, mais au contraire des partis nationaux, ils insistent là-dessus, qui se sont en fait normalisés. Ça, c'est pour l'entrée en matière. Cet ouvrage s'intitule L'islamisme au pouvoir, donc Tunisie, Égypte, Maroc, dans le sens des révolutions arabes, et est sorti en 2018. Et j'ai pu faire donc une enquête pendant toutes mes vacances scolaires, à l'époque j'étais professeur, et j'ai pu donc rencontrer des salafistes en Égypte et au pays. Et je trouvais ça intéressant d'aller quand même voir ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent, comment, la manière dont ils s'expriment, comment est-ce qu'ils se présentent, comment est-ce qu'on les présente aussi, quelles sont les personnes qui m'envoient, moi, femme occidentale, française, en plus. Et effectivement, j'ai rencontré beaucoup de femmes voilées, mais parlant un français parfait, qui avait pour ambition tout de même de montrer qu'il y a eu une réflexion par rapport justement à ce choix qu'ils ont fait, notamment en Tunisie en 2013, pour ne pas suivre les salafistes, justement, Ansar al-Sharia. Il y a quand même une scission obligatoire de la part de Ranouchi à ce moment-là, qui a été pragmatique évidemment, mais qui est ancien, qui est en train aussi de comprendre que s'ils veulent conserver le pouvoir, s'ils veulent rester au pouvoir, nécessairement ils doivent s'adapter. Et c'est en train de se faire. Les bases salafistes des Narda, par exemple, pour avoir quand même regardé et discuté avec des gens de la société civile aussi, qui n'avaient pas d'intérêt à me dire que c'était frères musulmans, que c'était mieux ou pas par rapport aux salafistes, on me dit c'est vrai qu'en 2013, au moment où vous avez donc après les assassinats des deux députés Belaïd et Brahmi, vous avez cette volonté en fait des Narda d'exister pour ce qu'ils sont. Et vous disiez tout à l'heure, monsieur Martinez-Gros, qu'ils n'ont pas choisi la charia, mais il y a eu discussion en Tunisie, il faut quand même bien le savoir. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont mis à une table, qui pendant 30 ou 40 ans n'avaient jamais discuté, ils ont dit, certains ont dit oui, on veut la charia, certains autres ont dit non, c'est absolument pas possible. Et finalement, Enarda s'est adapté, en effet. Ça, je ne le nie pas. Voilà. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est les nouvelles générations, justement, qui sont choisies, qui sont en ce moment en train de parler, en train de réfléchir, et qui savent qu'ils ne peuvent pas mettre en place le califat mondial à la fin. Ils le savent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens, en tout cas de ce que j'ai compris, qui ont compris pour annoncer effectivement la fin de leur lien avec la matrice idéologique conservatrice islamiste qui caractérisait en fait leur mouvement. Ils annoncent donc cette séparation, cette sécularisation quelque part, qui devrait justement montrer aux populations notamment occidentales qui ont peur d'eux que finalement ils sont en train de montrer patte blanche. Donc il y a évidemment de la communication à cet égard-là, mais il y a aussi une obligation d'adaptation, c'est certain, au système politique dans lequel ils sont intégrés. C'est ce qu'on appelle la thermidorisation. Et donc, à cet égard-là, je voudrais juste effectivement peut-être apporter un tout petit peu de nuance dans le sens où je suis allée en Jordanie aussi et j'ai rencontré le numéro 2 des frères musulmans jordaniens, encore une fois avec mon statut et avec ce que je représente. Donc évidemment, ils ne vont pas me servir un discours nécessairement anti-occidental ou anti-féministe ou anti-femme tout court. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que leur but était de démontrer également que le bureau du Caire, le bureau égyptien qui a été donc très clairement fermé à partir du moment où Al-Sisi est arrivé en 2013, vous savez, il a interdit à la confrérie d'exister. Cette organisation est devenue terroriste quand même pour Al-Sisi actuellement, et ils se sont répandus aujourd'hui, vous savez, en Turquie et au Qatar. C'est les deux points nodaux où ils existent. Mais là où je voudrais arriver, c'est tout simplement de vous dire une chose, c'est qu'ils ne veulent plus parler d'international. Clairement, il en reste en fait une réalité puisqu'ils continuent de se réunir. En revanche, il y a une volonté de nationaliser. Ils ont vu Erdogan faire en 2002, alors c'est pas directement les frères musulmans, mais quand même c'est leur modèle. C'est le modèle turc qui est quand même aussi le modèle gagnant pour eux. Et ils se disent une chose, c'est qu'effectivement, il faut nationaliser, annoncer effectivement la fin de leur lien avec la matrice idéologique conservatrice islamiste qui caractérisait en fait leur mouvement. Ils annoncent donc cette séparation, cette sécularisation quelque part, qui devrait justement montrer aux populations notamment occidentales qui ont peur d'eux que finalement ils sont en train de montrer patte blanche. Donc il y a évidemment de la communication à cet égard-là, mais il y a aussi une obligation d'adaptation, c'est certain, au système politique dans lequel ils sont intégrés. C'est ce qu'on appelle la thermidorisation. Et donc, à cet égard-là, je voudrais juste effectivement peut-être apporter un tout petit peu de nuance dans le sens où je suis allée en Jordanie aussi et j'ai rencontré le numéro 2 des frères musulmans jordaniens, encore une fois avec mon statut et avec ce que je représente. Donc évidemment, ils ne vont pas me servir un discours nécessairement
anti-occidentale ou anti-féministe ou anti-femme tout court. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que leur but était de démontrer également que le bureau du Caire, le bureau égyptien qui a été donc très clairement fermé à partir du moment où Al-Sisi est arrivé en 2013, vous savez, il y a interdit à la confrérie d'exister. Cette organisation est devenue terroriste quand même pour Al-Sisi actuellement, et ils se sont répandus aujourd'hui, vous savez, en Turquie et au Qatar. C'est les deux points nodaux où ils existent. Mais là où je voudrais arriver, c'est tout simplement de vous dire une chose, c'est qu'ils ne veulent plus parler d'international. Clairement, il en reste en fait une réalité puisqu'ils continuent de se réunir. En revanche, il y a une volonté de nationaliser. Ils ont vu Erdogan faire en 2002, alors c'est pas directement les frères musulmans, mais quand même c'est leur modèle, c'est le modèle turc qui est quand même aussi le modèle gagnant pour eux, et ils se disent une chose, c'est qu'effectivement, il faut nationaliser en fait aussi. Dans les dossiers que je vois, qui sont des dossiers où il y a beaucoup de salafisme, où le djihadisme, le salafo-djihadisme est prégnant, on se rend compte d'une chose, c'est que les salafistes n'ont pas l'intellectualisme des frères musulmans, c'est certain. Ils ont une matrice idéologique peut-être beaucoup plus, je dirais, ancrée, qui est d'ailleurs beaucoup plus antérieure, puisque les salafistes, rappelez-vous, sont quand même à l'origine influencés par l'école hanbalite, donc créée par Ibn Hanbal au 8e, 9e siècle, donc voilà, un siècle et demi après la mort du prophète. Et les hanbalites vont essaimer pendant toute l'histoire avec Ibn Taymiyyah, et le wahhabisme va être finalement la première transformation finalement du hanbalisme au 18e siècle, dans ce qu'on appellera ensuite l'Arabie saoudite. Et ces wahhabites sont des littéralistes, évidemment à tous égards très clairement fermés et clôturés par rapport à ce qui peut exister à l'extérieur, c'est certain, mais ils vont être concurrencés au 19e siècle par la salafia, qui n'est pas le salafisme. La salafia, c'est quand même l'émanation de la Narda, c'est-à-dire la Renaissance, qui a pour but de montrer que les Ottomans sont en train de se casser la figure quand même, en tant justement que leader musulman, avec le califat, mais qui est un califat quelque part peu emblématique, ils vont s'en servir à la fin, les Ottomans, mais qui est quand même assez peu emblématique, ils sont plus sultans que califes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont plus empereurs quelque part que califes, les leaders ottomans. Et justement, c'est ça qui est intéressant chez Erdogan aujourd'hui, c'est qu'il voudrait reprendre davantage cette casquette de sultan plus que de calife, je le pense. Pour revenir à ce qu'on disait, à ce moment-là, vous avez donc la salafia qui vient amener une offre nouvelle par rapport à ce que les Ottomans apportent, et surtout au regard de l'arrivée des Occidentaux. Le monde arabe n'est plus effectivement dominant, puisqu'il ne maîtrise plus, la civilisation arabo-musulmane est maîtrisée par les Ottomans, et donc il s'agit de, en fait, si vous voulez, de réhabiliter une identité qui puisse devenir. Et la salafia, donc, à ce moment-là, avec Mohamed Abdou, Rachid Rida, etc., vont essayer d'expliquer que l'islamité et l'arabité doivent être justement remises en avant pour pouvoir avancer. Et quand la confrérie des frères musulmans est instaurée en 1928, vous avez à la fin de ce califat, quelque part, qui ouvre une porte aussi, la fin de l'Empire ottoman, qui ouvre une porte pour ces nouveaux mouvements qui ont cherché à exister. Et quelque part, vous le disiez, Mickaël, présent tout à l'heure, la révolution islamique iranienne en 1979 a été un moment extrêmement clé, en fait, pour la confrérie notamment. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la confrérie n'a jamais rejeté les chiites, ce qui est le cas des salafistes, par exemple. Ce qui est le cas des salafistes. Totalement. Vous regardez les salafo-djihadistes, leur ennemi numéro 1 aujourd'hui d'État islamique, ce sont les rafidas, c'est-à-dire les chiites. Alors que, effectivement, les frères musulmans ont davantage influencé Al-Qaïda. Al-Qaïda, son premier ennemi, c'est le mécréant juif américain qui est un ennemi lointain. Alors que le salafiste va avoir un ennemi interne à l'islam. Si vous voulez, il n'y a pas du tout la même dimension en termes justement d'agissement de l'exclusion de l'autre. Pour moi, le salafiste est très clairement beaucoup plus totalitaire que le frère musulman, dans sa manière aujourd'hui en tout cas, d'annoncer son idéologie. Je ne dis pas qu'il ne rejette pas, que les frères musulmans ne rejettent pas l'autre, bien sûr que non. En revanche, le salafo-djihadisme, et l'État islamique le montre, est une organisation totalitaire, très clairement. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Pour revenir justement à un contexte plus français, puisque, encore une fois, je me base, je vois dans les dossiers, sans vous en révéler évidemment le contenu, mais l'idée c'est de regarder comment est-ce que justement les frères musulmans se sont véritablement intriqués au maillage islamiste, ce qui se voit dans les dossiers, sans vous en révéler évidemment le contenu, mais l'idée c'est de regarder comment est-ce que justement les frères musulmans se sont véritablement intriqués au maillage islamiste,
Tabiri. Pas mal parler du Tabiri, mais Tabir, c'est des prédicateurs aussi comme les salafistes, mais qui viennent d'Inde et qui sont arrivés en France bien avant les salafistes. C'est ceux qui sont allés sortir, comme dirait Gilles Kepel, les drogués des caves pour les mettre dans les lieux de prière dans les années 80. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les frères musulmans donc, participent à la communautarisation, très clairement. Donc au séparatisme par rapport à ce qu'on pense, ce que je pense de la République. En revanche, les frères, effectivement, ne mènent pas de djihad violent ni barbare sur le territoire français. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'intriguent dans le système institutionnel, dans les grandes écoles, dans les lieux, effectivement, de pouvoir, tout en créant, et vous en avez parlé tout à l'heure, M. Prazan, les IESH, Institut européen de sciences humaines. Le premier institut européen de sciences humaines a été créé en 92 à Saint-Léger-du-Fougeray, dans le Morvan, là où on voyait les sectes, vous savez, dans les années 80-90, hein, dans des espaces très arborés, tranquilles, où on peut justement aller étudier. Et ce premier IESH, parce qu'il y en a 3 en France, hein, un à Saint-Denis qui s'appelle IESH de Paris, forcément, c'est plus vendeur, et un IESH aussi qui a été créé en 2018 à Strasbourg, qui s'appelle l'IESH Alsace. Le premier, donc, qui est dans le Morvan, Château-Chinon, marche très bien. Abdelkader Meral a été inscrit 3 semaines dans cet IESH. Inès Madani, c'est celle qui avait été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, vous savez, pour les bonbonnes de gaz, la semaine dernière, en deuxième instance, est passée par l'Institut européen de sciences humaines de Saint-Denis, donc de Paris aussi. On a à peu près une vingtaine de personnes qui sont passées quand même dans nos dossiers, qui sont passées par ces IESH, qui sont d'obédience frériste, c'est très clair, puisque celui qui a été fondé en 92 a été fondé par Mahmoud Zouher, qui est celui que Saddam Hussein a envoyé pour créer l'UOIF en 1983, l'Union des organisations islamiques de France, appelée aujourd'hui Musulmans de France depuis 2017. Donc, dans ce cadre-là, on a bel et bien un entrisme communautariste, qui est en porosité avec, bien sûr, des mouvements salafistes qui peuvent eux-mêmes être en porosité avec des mouvements salafo-djihadistes à l'échelle européenne. On a construit l'UOIE, donc l'Union des organisations islamiques européennes, à l'image de l'UOIF. Et les IESH dont on vous parlait tout à l'heure sont au nombre aujourd'hui d'une dizaine en Europe. Il y en a 2 en Angleterre, 1 en Norvège de mémoire et 2 en Allemagne. Donc il y a un réseau véritablement qui s'est constitué et institué à partir de cette matrice frériste. Je reviens sur une différence avec les salafistes d'ailleurs. Quand les frères musulmans sont exilés et partent donc effectivement d'Égypte du fait de la répression de Nasser, ils s'installent en Jordanie, etc. Mais ils s'installent quand même massivement en Arabie Saoudite. Et il y a eu une sorte de mariage qui va durer à peu près 30 ans entre les salafistes, enfin les salafo-arabites, et les frères musulmans. Les uns ont l'organisation et la capacité d'exportation, ce sont les frères, ils l'ont fait déjà très tôt, alors que les autres sont complètement justement figés en Arabie Saoudite et cherchent à exporter leur modèle. Je dirais que grâce aux frères musulmans, la Ligue islamique mondiale créée en 1962 par les Saoudiens a pu exister, dans le sens où le contenu a rencontré le contenant, si vous voulez, dans ce cadre-là, je trouve. C'est-à-dire que finalement, la matrice idéologique frériste, elle existe, mais elle est moins élaborée, moins achevée que la matrice salafiste. Tout à l'heure, c'est tout à fait aussi vrai qu'il y a une intrication des mouvances salafistes et fréristes en France actuellement, pas dans la représentation, mais dans ce qui se passe au Bourget. Au Bourget, vous allez regarder les bibliothèques et les livres qu'on vous vend au Bourget, ce sont de la littérature, elles sont composées de littérature salafiste vendue par les frères. Donc on a une porosité quand ça les arrange. En revanche, dans le monde arabe, la transformation qui est en train de s'élaborer pour la confrérie, je pense, aura des impacts sur nos territoires dans quelques années.